Qu'est-ce qui se passe quand l'enfant n'est pas prévu? Il arrive comme ça. Comment ça affecte Le si un fameux des bébé deux le veut? surprise, c'est ça? Ouais, si un Ou... des deux ne le veut pas vraiment, par D'accord, exemple. c'est pas la même chose en fait. Ce qui se passe quand il y a un bébé surprise ou que c'est voulu des deux côtés, bah ça se passe exactement comme ce que je viens de te raconter. Par contre, quand il y en a un des deux ou que ça se passe mal, c'est souvent en fait une question de blocage chez un des deux parce que justement, à l'intérieur du cerveau humain, ce qui se passe, c'est qu'on enregistre et même un bébé, pas même pas le bébé, l'âme du bébé, avant même qu'elles te choisissent d'une certaine manière, parce que après tout, si vous demandez à toutes les personnes qui sont tombées enceintes, elles vous diront, bah non, c'est arrivé, mais alors c'est pas forcément arrivé au moment où je voulais que ça arrive. Et ben, en fait, ce qui se passe, c'est que chez un des deux parents, on a une sorte de trauma. C'est souvent, en fait, c'est pas ses vies d'avant, mais il a, il a grandi, lui, en se construisant avec un des parents peut-être qui faisait défaut. Donc, ça peut être un parent qui a été violent, ou le fait qu'il ne connaisse pas un de ses deux parents, ou ce qu'on appelle le parent fantôme. Donc, celui-là qui est là, qui habite à la maison, mais qui s'occupe pas de lui. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment où ils font la projection de se imaginer comme enfant, et ben leur projection, ils la font pas jusqu'au bout. Au lieu de créer ce sentiment de je suis quelqu'un qui va pouvoir transmettre mes valeurs, ce petit bout va m'aimer. En fait, cette partie-là, ils n'arrivent pas à aller jusqu'au bout. Et donc, du coup, le jour où il y a un des deux parents en fait qui l'a, et ben en général, celui-là qui a pas réussi à aller jusqu'au bout de cette projection, et ben il a pas créé en fait ce lien de confiance avant même de devenir papa. La neuroplasticité cérébrale, en fait, se fait, mais de manière négative. Et donc, c'est le je suis pas fait pour ça qui se passe. Hmm. Donc, ça, c'est assez particulier, mais on a pu prouver que c'était ça qui se passait et que c'est vrai qu'en interrogeant après les personnes, du coup, que ce soit du côté des papas ou des mamans, du fameux j'en veux pas, et ben en fait, c'est souvent ça, c'est parce que soit ce sont eux qui ont grandi, qu'ils ont dû faire le papa des petits frères ou des petites sœurs, ou que ils n'ont pas connu le papa ou la maman, ou qui ils ont eu des violences parentales. Je vais pas te donner les mots, mais voilà, le fameux truc en V et les autres choses dans ce même genre, les batailles, les je te tape dessus, etc. Et c'est vrai que c'est complètement différent. Et moi, par exemple, si je prends mon cas à moi, moi j'ai eu ce qu'on appelle un père fantôme. Mon père a toujours vécu à la maison. Il s'est jamais occupé de moi. Et mon père, de toute façon, était quelqu'un de très secret, et puis un homme à femme, mais bon, bref, ça, on s'en fiche. Et en fait, mon père m'a jamais aimé. Et mon père n'a jamais eu de problème à me dire qu'il m'a jamais aimé. Je me souviens très bien qu'un jour, j'avais 4 ans, je l'ai vu rentrer de son travail, je suis sortie du parc dans lequel je jouais, pour aller lui sauter dans les bras, voilà, comme tous les autres enfants que j'ai vu faire pareil avant. Et il m'a pas pris dans ses bras, il s'est même pas baissé, il m'a poussé du bout du bras et m'a répondu, tu n'es pas mon enfant, tu es une fille. Moi, c'est pas ça que je voulais. Donc, il me l'a carrément dit, j'avais 4 ans, il m'a dit, c'est pas ça que je voulais, je t'aime pas, je t'aimerai jamais. Ah. Voilà, donc c'est extrêmement violent. Donc je veux pas te dire qu'avec mon père on a eu une bonne relation, c'est faux, hein, ça a été toujours très très compliqué. Mais c'est surtout que quand j'ai essayé de comprendre, mon père il avait une grande sœur à l'époque, paix à son âme, qui était adorable, mais qui est partie depuis bien longtemps. Je lui ai demandé poser une fois une seule question, et je me souviens que j'étais toute petite, j'avais 7 ans. Elle est morte l'année d'après. Je lui ai dit, pourquoi papa m'aime pas? Elle m'a répondu, mais non, c'est pas ça. Je lui ai dit, non, mais c'est pas grave. Tu peux le dire. Il me l'a dit, ça me gêne pas. Je veux juste essayer de comprendre pourquoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon père, quand il avait 12 ans, il est rentré du champ parce que mes grands-parents étaient agriculteurs. Et en fait, il a retrouvé son père pendu dans la grange. Oh. Pendu dans la grange, et ma grand-mère, donc sa mère à lui, n'était pas rentrée du champ à cette époque-là. Et donc, il est resté toute l'après-midi, du début de l'après-midi jusqu'à tard dans la nuit, le temps qu'elle rentre, avec le corps de son père pendu au-dessus de sa tête, quoi. Et quand ma grand-mère l'a détaché, elle l'a juste regardé lui et elle lui a répondu, voilà, t'es content, t'aurais été un bon fils, ça serait pas arrivé. Ah. Oh Et du coup, là mon père a là. grandi avec ça. Donc, du coup, quand moi j'ai appris ça, même si j'étais toute petite, bon, j'ai dit à ma tante, ok, d'accord, il s'est passé ça, c'est triste, c'est dommage pour lui, voilà. Mais j'ai pas compris, j'ai mis plusieurs années à penser à ça, voilà. Et je me souviens que après, quand j'avais une bonne trentaine d'années, donc quand j'ai compris que mon père, avec son cancer, qui ne s'en sortirait pas, je me suis dit, voilà, je fais, t'as deux choix. Je fais soit, tu fais comme lui il t'a traité. Même si c'était pas dans ta nature, c'est pas dans ta nature, ça se passe mal. Mais soit tu fais comme lui,
Il fait soit tu lui offres le moyen de partir en paix. Et j'ai choisi la deuxième chose, quoi. Et je me souviens que quand il a eu son cancer, on m'a annoncé que c'était la fin. On était le mardi. C'était un mardi. Et le médecin m'appelle et me dit, bah voilà, elle commence à faire des pauses respiratoires. Probablement que d'ici vendredi, il sera plus là, votre père. Et là, je me suis dit, bah déjà, il faut que j'appelle sa sœur. Et mon père, il était antillais, donc il fallait que j'appelle les Antilles pour leur dire, bah voilà, tata, faut que tu prennes l'avion parce que papa. Donc j'ai appelé les Antilles. Elle a pris l'avion en urgence, etc. Je me souviens que je lui ai dit au docteur, est-ce que vous l'avez dit à mon père? Quand ils me font, oui, on lui a dit. Et puis on lui a aussi dit qu'on allait le sédater parce que bah, il a commencé à avoir trop de douleur et on n'aime pas laisser partir les gens en ayant mal. Donc là, que je lui ai dit, je fais, d'accord. Je me souviens que je suis rentrée dans sa chambre et mon père, en fait, il n'a jamais été à l'école. Il était plus ou moins analphabète pour essayer de se comprendre. C'était surtout du dessin qu'il faisait. Et je me souviens qu'il avait une petite ardoise avec lui et il a dessiné, en fait, quand moi je suis rentrée dans sa chambre, je voulais savoir qu'est-ce qu'il sentait, parce que bon, bah voilà, quand on vous dit que vous allez mourir, peut-être que ça. Voilà. Et il a dessiné en bonhomme bâton une fille et un avion. Et il a juste tapoté. Et je comprends que ça voulait dire je veux ma sœur. Et que je me souviens d'avoir dit à mon père, elle arrive, elle est au courant, je l'ai appelée. Et en Hmm. fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, il y a eu le problème du volcan sur l'Islande. Les vols ont été annulés. Et moi, j'ai pas eu le courage de dire à mon père, oh là là, bah écoute, elle devait prendre l'avion, mais l'avion est annulé, il y a un volcan, machin. Enfin, moi, je me suis juste dit, qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais? Et je suis restée comme ça pendant 2 jours et je voyais ces pauses respiratoires de plus en plus longues. Et là, je me dis, je fais, mon Dieu, tu vas lui avoir menti. Je me souviens qu'un matin, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai regardé mon père et je fais, écoute, il y a un volcan qui s'est allumé. Et je fais, il n'y a plus de vol. Je fais, Tata va essayer de venir, mais je sais pas si elle sera là. Et je me souviens que mon père, qui était très faible, en fait, il a tapé sa poitrine, genre gorille, genre, moi, je suis un mâle, tu vas voir. Et ce qui s'est passé, c'est que, eh ben, tout le week-end est passé, là, donc le reste de la semaine, quand ça, on était le jeudi, et le week-end est passé, donc le vendredi, il y avait encore plus de pauses, machin, mais du, et l'hôpital m'appelait et me disait, voilà, ça, c'est probablement pour samedi ou dimanche. Elle me disait, non, chez ma tante n'est pas là et tout, comment on va faire? Et le samedi passe, le dimanche passe, et j'ai pas de nouvelles de l'hôpital, donc j'y allais de temps en temps, mais je bossais en même temps, donc c'était le truc à base de je peux pas m'absenter trop. Et c'était mon Dieu, je fais un jour, tu vas te réveiller, je fais, tu vas pas être là, je vais être partie avant toi. J'arrive le lundi, j'étais en congé, je vais à l'hôpital, voilà, voir mon père comme d'habitude. Le médecin qui me regarde et il me fait, je comprends pas. Il fait, il devrait être parti. Il fait des pauses respiratoires des fois qui durent 3 4 minutes. Il fait, logiquement, il ne peut pas se réveiller. Et il fait, votre père est là. J'ai mon téléphone qui sonne alors que je suis avec le médecin. Donc je fais, bah, excusez-moi, c'est peut-être ma maman qui me demande un truc au niveau de mon père. Parce que ma mère, vu qu'elle venait de perdre son ancien mari de cancer, elle voulait pas y aller. Donc, que je lui dis, est-ce que je peux répondre? Et là, je réponds, et c'est ma tante qui m'appelle en me disant, je peux être là mardi. On était le lundi, elle me dit, je serai là mardi, première heure, elle fait à 9h du matin, pile poil, je suis dans l'hôpital, je te le promets. Et là, quand elle dit, elle fait, dis à ton père que j'arrive. Et là, je lui dis, ah bah c'est ma tante, voilà, les vols ont repris, etc. Là, quand il me fait, mais mardi, il fait, votre père ne tiendra pas. Il fait, votre père ne tiendra pas. Il fait, je suis désolée. Il fait, voilà, il fait, il va falloir que vous vous occupiez des papiers tout seul, que vous fassiez ça tout seul. Il fait, si votre mère n'est pas capable de le faire parce qu'elle est entrée en dépression, c'est à vous de gérer. Et là, elle me dit, je fais purée, je fais, t'as 34 ans, faut que tu gères ça, c'est horrible. En plus, il faut que tu gères ça avec un père ou que ça s'est jamais bien passé. Et c'est là, tu dis, c'est pas grave, je peux le faire. Alors, franchement, c'est vraiment la méthode Coué que j'ai fait. Et je me souviens d'être rentrée dire au médecin, bah écoutez, s'il reste vraiment pas de temps et que voilà, c'est la dernière journée que j'ai avec mon père, je veux pas regretter, je vais dans sa chambre. Je vois mon père, et là, je lui dis, ta sœur arrive, mais que demain. À 9h demain matin, elle est là. Elle me l'a promis. Il fait, elle a déjà pris les taxis, elle a déjà tout pris. Je fais, t'inquiète pas, elle a même prévu de venir à l'hôpital avant même d'aller à l'hôtel. Mon père me regarde, et pour la première fois de sa vie, il a levé la main. Donc, elle avait pourtant la main avec la perf et tout ça, et il a posé sa main sur ma joue. Et ça m'a super choquée, c'était le premier geste d'affection que j'ai jamais eu de ma vie, quoi. Enfin voilà, je me suis dit, tiens, ça doit être, merci, ça doit être quelque chose comme ça. J'ai passé l'après-midi avec lui. Alors, je voyais les pauses respiratoires, mais il était toujours là. Et là, je me suis dit, est-ce qu'un corps, quand il s'en va, je fais un cerveau qui sait qu'il est en train de mourir, parce que quand on meurt, la science l'a prouvé, on le sait, on sent nos organes lâcher un par un. Je fais, est-ce que mon père, tiens, pour que je vive pas ça tout seul.
Et le lundi s'est passé. Le mardi matin, je vais à l'hôpital. Voilà, j'avais dit à mon médecin, à mon patron, excuse-moi, mais je fais mon père va mourir. Là, on est sur la fin de la fin. Je fais t'inquiète pas, je suis au pire, tu m'enlèveras des jours de paye, je j'en ai rien à faire. Il faut que je sois là. J'arrive à l'hôpital, on est le mardi, il est 8h45. Je passe la porte de mon père, voilà, je demande aux infirmières comment ça s'est passé. Quand même, il me fait, bah écoute, il est là sans être là, je pense qu'il va tomber dans le coma ou ça, ou que le cœur va lâcher dans pas très longtemps. Et là, quand je dis, je fais d'accord, ok. Et là, quand je leur dis, je fais, vous allez avoir une dame qui va arriver, je fais avec une grosse valise, je fais, vous inquiétez pas, je fais, c'est ma tante, je suis à vient des Antilles, je suis, elle arrivera directement avec l'avion, je suis arriver dans 15 minutes. 9h, pile poil. Ma tante cogne à la porte, avec sa énorme valise, elle me regarde, elle va voir mon père, et là, elle lui dit, je suis là, maintenant. Et mon père, il a arrêté de respirer. Waouh. Et comme a dit le médecin, il fait, on comprend pas, il fait, on pense que scientifiquement, fait, en fait, les gens qui vont mourir, fait, même s'ils le savent, ils peuvent avoir un petit truc de vie qui reste. Et il fait quand vous êtes parent et qu'il fait qu'il y en a un des deux ou que ça s'est pas bien passé, il fait en général, il fait c'est ça, il fait c'est des traumas et des blocages en fait qu'il faut libérer pour devoir devenir parent. Il fait il y a ceux qui seront prêts à le faire et ceux qui seront jamais prêts. Et Hmm. du coup, bah c'est ça en fait. Quand on rencontre quelqu'un, il faut qu'il arrive à se confier à ce point-là, quoi. Et moi, je vois qu'avec mon conjoint, j'ai mis énormément de temps à lui parler de mon père, de ce qui se passait, de ce que j'ai eu comme dans mon enfance. Même là, je me suis rendu compte que j'avais des frères et sœurs, ils sont méchants. Je les connais même pas. Ils sont très très méchants. Ils ont été marqués sur les réseaux sociaux que j'avais tué ma mère, etc. Machin. Enfin bref, que j'avais empoisonné mon père alors que je savais même pas qu'il les connaissait, ni quoi que ce soit. Et que là, je me suis dit, je fais waouh. Et là, je me suis dit, j'ai mon futur beau-père qui veut faire un arbre généalogique de ma famille pour l'offrir à mon fils. Mais je vais offrir quoi à mon fils? C'est du côté de ma mère, mes grands-parents, je les ai pas connus. Je connaissais ma grand-mère, mais pas mon grand-père. Il était mort depuis longtemps. J'ai jamais connu mes arrière-grands-parents de côté de ma mère. Et du côté de mon père, bah, sa mère, je l'ai pas connue non plus. Je connais pas au-dessus. Chez mon père, m'en a jamais parlé. Et je fais là, en plus, il va falloir que je dise que j'ai des frères et sœurs et qu'ils sont mauvais. Chez mon beau-père, je vais le prendre comment? Et quand je lui ai dit, écoute, je peux te donner que ça, le reste, je ne sais pas, il m'a répondu, oui, c'est parce que du coup, tu as honte de ta famille, tu ne veux pas que je joue mon rôle de grand-père. Je l'ai super mal pris et que j'ai dit à mon conjoint, que je dis, je fais, écoute, je vais accepter, je fais, il aura le certificat de naissance où je fais 2 décès de ma mère, je fais de mon père, il aura peut-être le nom de ma grand-mère de chaque côté. Chez les autres, je ne les connais pas et je ne ferai pas les recherches. Chez moi, je suis en paix maintenant avec tout ça. Chez ces gens, je me suis construit sans eux. Je vais bien. J'ai accepté que j'avais pas une famille parfaite. Je vois pas pourquoi j'irais remuer le coco dans la tête, quoi. Mais c'est vrai que du coup, c'est ça, en fait. Quand on devient parent, il y a tout un tas de trucs sur nous-mêmes où il faut vraiment entrer en introspection pour que ça se passe bien, en fait.